Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. L'élan de solidarité des Algériens envers leurs concitoyens de la région de Kabylie montre l'évidence, toute la générosité de notre peuple envers une région et sa population, qui sont encore dans le deuil, la précarité et la colère aussi. Cette manifestation de soutien et d'aide renforce l'idée qu'une nation est en voie de naître, malgré l'assassinat abject dont a été victime le hirakiste Jamel Ben Smaïl. L'engagement et les dons des citoyens d'autres régions du pays n'ont cessé d'affluer à Tizi Ouzou et Bdjeya, prouvant, si besoin, et que la campagne de stigmatisation de la Kabylie suite aux crimes odieux perpétrés contre le jeune Jamel Ben Smaïl n'a pas eu l'effet escompté de la part de ceux qui ont élaboré le scénario. La déroute des structures de santé publique confrontées à toutes les pénuries, dont celle vitale d'oxygène face à la virulente renouvelée de la Covid-19, a montré au monde entier le niveau de négligence, de stérilité et d'incompétence d'un régime. La réaction des pouvoirs publics face aux incendies est encore plus révélatrice du désordre et de la totale impréparation face aux situations de crise. C'est bien la mobilisation spontanée. C'est bien la mobilisation spontanée. C'est bien la mobilisation spontanée de la jeunesse et de la solidarité agissante de millions de citoyens et de citoyens qui ont permis de faire face aux flammes et à la destruction. Le traitement politique et médiatique du crime par le pouvoir est d'une indécence, est une insulte à la mémoire du défunt et des 170 victimes, et pour unique but de détourner le regard sur la responsabilité de l'État, des institutions, suite aux incendies. Cette communication d'une violente inouïe vise aussi à exonérer le pouvoir et l'État de sa responsabilité face aux échecs annoncés de sa politique. Qu'attendre de ce régime qui, au fil de l'histoire, a érigé l'élimination physique comme mode de règlement des conflits politiques, qui a fait assassiner Boudiaf, Khidr, Krim, Khmisti, Chabani, et qui a séquestré les dépouilles de nos valeureux colonels Silhouès et Amirouche, Rabbi Rahman. Qu'attendre d'un régime qui a mystifié et révisé l'histoire au profit de ses propres intérêts? Ce sont non seulement des faussaires, mais aussi des contrefacteurs, car ils nous ont fabriqué de la fausse monnaie en ayant recours au financement non conventionnel, hypothéquant de fait l'avenir financier du pays. L'État a failli et continuera à faillir tant que les citoyens ne seront pas au rendez-vous de l'histoire. Le pouvoir, dans sa logique suicidaire, nous fabrique des ennemis en taxant le MAC et Rachid d'organisations terroristes et la mise en exécution de ces plans est à l'ordre du jour aujourd'hui. À quel moment ces organisations ont-elles appelé à la violence? Toute la communication du régime réside dans le fait de trouver des boucs émissaires afin de se dédouaner de son incompétence et de se déresponsabiliser par rapport à ses missions constitutionnelles. Les campagnes d'intoxication ont perdu toute efficacité. Le peuple, beaucoup plus éduqué et clairvoyant que les anti-élites médiatisées du régime, ne tombe dans aucune division ni remise en cause de son histoire. Les conspirations contre l'unité nationale font long feu. La réaction, toute de hauteur et de dignité du père de la victime, illustre au contraire le haut niveau de conscience du peuple et son refus de céder aux provocations du régime. Le pouvoir, dans la séquence dramatique que nous vivons suite à son incompétence, met en danger le pays tout entier. Sa chute est inscrite. Il faudra veiller à ce que sa chute n'entraîne pas la chute du pays tout entier.
pouvoir dans la manipulation de masse. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission c'est Mohamed El Arbi Zitout, membre fondateur de Rachad, ex-diplomate, qui sera avec nous depuis Londres. Aussi professeur Hawari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. On aura aussi professeur Tahar Khelfoun, enseignant universitaire et juriste depuis la France, et Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger, et Maître Nabila Ismail, avocate et membre du Conseil national FFS depuis Tizi Ouzou. Je vais commencer cette émission avec si Mohamed El Arbi Zitout. Si Mohamed El Arbi Zitout, marhaba bik, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, si Mohamed El Arbi Zitout. Si Mohamed El Arbi Zitout. On va essayer de l'avoir une autre fois. Mohamed Khelfaoui qui est avec nous. Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. C'est Nasser, merci de me faire participer. Et je salue tous ceux qui participent et ceux qui suivent. C'est Mohamed Khelfaoui, merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Si on revient un peu, c'est Mohamed Khelfaoui, sur cette question d'accusation du MAC et de Rachad comme étant les responsables de ces incendies, mais aussi du crime contre Jamal Ben Smaïl Rabbi Rahmou. Comment vous voyez cette question, c'est Mohamed Khelfaoui, sachant que les Algériens se sont posé la question comment on a pu arriver très vite à ces conclusions? Oui, bon, pour très vite à ces conclusions, je le dis tout à l'heure, je dirai mon point de vue tout à l'heure. Toutefois, les accusations de cette gravité, parce que ce sont de graves accusations, devraient parvenir ou devraient être établies par la justice, on va dire. Or, les enquêtes, les interventions des uns et des autres, on a remarqué que justement le grand absent, c'est l'institution de notre justice. Donc là, ça pose des interrogations en effet, ça permet, là, ça laisse à supposer d'autres questions. Pour ma part, j'aurais aimé voir l'intervention de la justice à la place du responsable, du chef de la police judiciaire, de la police judiciaire, d'une part. D'autre part, le Haut Conseil de sécurité qui s'est réuni en urgence d'ailleurs, à mon avis, si j'ai bien compris les choses, c'est un conseil beaucoup plus consultatif qui émet des choses mais pas de décision. Là, décider directement que nous avons deux organisations criminelles, parce que l'adjectif là est désigné, criminel, il me semble que c'est comme si on a envie de fermer le dossier et dire aux gens circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, c'est terminé. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre pour les jours à venir, même interdire toute discussion autour des incendies criminels dans l'ensemble du pays, mais en particulier en Kabylie. Là, ça soulève d'autres questions. On n'est pas à l'aise. On n'est pas à l'aise d'entendre des choses pareilles. Il appartient maintenant aux autres qui sont accusés de se défendre, de prouver le contraire, si tant est qu'il y a des preuves à donner. Et, ma foi, si on veut aller ensemble vers justement une Algérie apaisée, nous avons cette occasion, encore une fois, parce que la sécurité nationale doit impliquer l'ensemble du peuple algérien qui est concerné en premier lieu, étant la base de la nation, et désormais
dépasser ces recherches de justification, d'accusation, de manœuvre ou de manipulation, appelez ça comme vous voulez. Ça ne peut plus, on ne peut pas avancer. Jusqu'à quand on va rester comme ça? Il y a le Yed al-Khariji, la main de l'étranger, il y a ceux qui nous veulent du mal, il y a des ennemis à l'intérieur, des ennemis à l'extérieur. Je crois qu'il faut passer là à un autre niveau, parce qu'avec ça, si on continue comme ça, on va jamais avancer. On va être prisonnier de cette manière de voir, de vivre, ou cette manière d'étouffer les problèmes, pas de les solutionner. Mais un problème qui est mis dans le tiroir n'est pas un problème réglé. Alors autant aller voir objectivement, se mettre autour d'une table, un grand débat national pour rassembler toute la nation, et d'ailleurs elle se rassemble de manière automatique, on l'a vu pour la Kabylie par exemple, et on l'a vu avant, toute la nation, toutes les villes d'Algérie se sont levées comme une seule personne pour venir au secours de notre région, malmenée par les feux, malmenée peut-être par des personnes. Donc il appartient, encore une fois, les gens attendent la réaction des deux organisations accusées, pour ne pas dire mises en jeu. Il y a aussi l'accusation, le Maroc, ou la combinaison Maroc-Israël, la combinaison diabolique Maroc-Israël. Le Maroc nous a déclaré la guerre depuis 1963, il continue à le faire. Et il continuera toujours à le faire tant qu'on se montre un peu déstabilisé par un désordre dans l'esprit ou dans l'espace algérien. Autant régler ça et donc fermer les trous de camembert, je dirais, qui concerne la sécurité nationale. Seul le peuple mobilisé déjouera tout ça de lui-même. Même l'ennemi ne peut pas pénétrer. Il n'y a pas de trou de gruyère, si vous me permettez cette manière d'imager la chose. Et voilà, on attend jusqu'où ça va aller. Il faut quand même beaucoup de vigilance, et il faut essayer de rassembler le peuple, quelle que soit son appartenance. Bon, maintenant, s'il s'avère qu'il fait du mal pour le pays, il y a une justice, et tout le peuple algérien se mettra derrière cette justice pour peu qu'elle soit réhabilitée. Parce que là, elle a trop de coups. Très bien. Reste avec nous, c'est Mohamed Khelfaoui. On va revenir sur d'autres questions aussi avec vous. Je pense qu'on a avec nous Tahar Khelfoun. Est-ce qu'on a avec nous Tahar Khelfoun? Oui, on me dit oui. Professeur Tahar Khelfoun, enseignant, universitaire et juriste aussi, qui est avec nous. C'est Tahar Khelfoun. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Merci. Bonsoir Nasser. Merci beaucoup. Merci de ton invitation. Merci à vous, Tahar Khelfoun. Tahar Khelfoun, si on revient un peu sur les événements qui ont qu'a vécu notre pays, bien sûr les incendies, mais aussi la crise sanitaire qu'on a vue juste avant. Comment vous voyez la situation actuellement, sachant que les autorités algériennes ont montré du doigt, encore une fois, donc les organisations, ils ont parlé donc du MAC, de Rached comme accusé principal. Tahar Khelfoun? Oui, je vous écoute. Je vous écoute, Nasser. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Juste deux mots. J'ai pas bien entendu. Ah, très bien. Je vous ai dit comment vous voyez la situation en ce moment, Tahar Khelfoun. Cette crise sanitaire, mais juste après aussi ces incendies. Et comment vous voyez la conclusion des autorités, des pouvoirs algériens qui parlent bien sûr d'un complot qui vise l'Algérie ou déstabiliser notre pays. Quelle est votre lecture, Tahar Khelfoun? Merci Nasser. Je salue vos invités. Alors bon, c'est une situation en effet dramatique. Jamais notre pays n'a connu une crise aussi
aussi grave depuis la décennie 90 et depuis aussi l'année 2000, où de nouveau, donc il y a plus d'une centaine de personnes, je pense, ont été brûlées, cramées par ces incendies de forêt, qui ont évidemment ravagé plusieurs villages en Kabylie. Et je pense que la responsabilité de l'État est engagée dans ce nouveau drame que notre pays affronte, par d'abord le fait que le chef de l'État n'a pas du tout appelé au secours, n'a pas appelé à la solidarité nationale. Il y a eu pratiquement un silence pendant plusieurs jours et qui a été très préjudiciable donc à de nombreuses régions, bien entendu, parce que les incendies ont touché pratiquement 16 wilayas et ont ravagé des plus de 40 000 hectares de végétation, de broussailles et de forêts. Cette responsabilité, évidemment, elle se manifeste au niveau de l'absence totale des services de l'État, quasiment rien, si ce n'est que la protection civile, mais avec des moyens très, très dérisoires. Donc il y a une indigence au niveau des moyens dont dispose la protection civile pour se battre contre des incendies qui sont ravageurs, puisqu'ils sont attisés par des vents très puissants et des températures très, très favorisées par des températures caniculaires atteignant parfois 48 degrés. Et donc la responsabilité de l'État se vérifie à ce niveau, donc par le fait de manque de moyens et puis l'absence totale d'anticipation, puisque comme tous les massifs forestiers de la Méditerranée, que ce soit au Portugal, l'Espagne, la France, la Corse, l'Italie, ce sont des massifs qui sont en proie en période estivale à des incendies de forêt. Et récemment, on a constaté qu'en Turquie, par exemple, il y a eu 8 morts. Les incendies ont provoqué 8 morts. Et en Grèce aussi, il y a eu 3 morts. Mais ces pays sont pratiquement dotés, à part la Turquie, je crois, de bombardiers d'eau, de canadaires. Et c'est le seul moyen adapté pour justement lutter contre ces incendies quand il s'agit de zones qui sont inaccessibles. Ce sont des montagnes, des massifs montagneux très escarpés et inaccessibles, très difficiles d'accès. Le seul moyen justement pour se battre contre ces incendies, c'est de disposer de canadaires, c'est-à-dire de bombardiers d'eau. Et là, l'État a fait preuve d'un manque d'anticipation extrêmement préjudiciable pour le pays, puisque les incendies ont ravagé uniquement cette année Khanchla avant, toute la région de Khanchla, et puis ensuite Tipaza. Et là, maintenant, c'est 16 wilayas qui sont touchés par ces incendies. Et l'État n'a pas engagé, et pourtant les moyens financiers existent, n'a pas engagé donc de projets d'achat de bombardiers d'eau qui sont en fait à la portée de l'État algérien. Un Canadair, il coûte entre 20 millions et 30 millions d'euros. Et donc, on peut facilement disposer de 5, 6, comme nos voisins, par exemple, le Marocain, qui en dispose de 5 canadaires, la Tunisie dispose d'un canadair. Et la responsabilité de l'État se vérifie également à ce niveau, puisque les États voisins, enfin les pays voisins comme la Tunisie, le Maroc, la France, qui ont proposé le RAID, n'a pas été accepté pendant les premiers jours. Et donc, on a laissé faire. Il y a évidemment une responsabilité établie de l'État quant au bilan très lourd. En vie humaine d'abord, s'il se vérifie, bien évidemment. J'ai lu qu'il y a plus d'une centaine de morts. Mais Tahar Khelfoun, pour les pouvoirs algériens ou les autorités, les seuls responsables, c'est les deux organisations qui ont nommé, c'est le MAC et Rached, qui sont responsables de ces incendies, qui sont aussi responsables du meurtre de Jamal Ben Smaïl, Rabbi Rahim. Oui, mais je pense que c'est ubuesque, c'est tellement grossier, mais qui peut croire aujourd'hui à de telles conclusions hâtives, sans enquête, se précipite à déclarer que c'est criminel alors qu'il n'y a pas encore eu d'enquête. Et puis maintenant, on a classé, depuis que le Haut Conseil de sécurité a classé ces deux mouvements politiques
comme organisation terroriste et tout est fait pour les désigner par la suite, apporter la preuve. Mais il faut d'abord une enquête pour l'établir. L'enquête n'a pas encore commencé. Il faut du temps pour véritablement une enquête sérieuse, mais du temps. Il faut être sérieux dans ce genre de recherche, d'affaires. Il faut un travail de fond, une enquête minutieuse. Il faut questionner les témoins. Il faut apporter des preuves concrètes sur le terrain pour ensuite conclure et ne pas comme ça organiser un procès médiatique avant même que la justice ne se prononce. Non, je pense que tout ça n'est pas sérieux. Nous sommes en présence, en fait, d'un durcissement de la politique répressive à l'égard du Hirak, après l'échec total de la solution politique préconisée pour absorber le mécontentement des Algériens en organisant 3 scrutins successifs mais qui n'ont rien donné, aucun résultat. Les Algériens ont rompu avec... il y a un lien de rupture totale, pardon. Le lien qui lie l'Algérien à ses institutions et à son État est rompu, il n'y a plus de confiance. Les élections organisées depuis l'élection du 12-12-2019 n'ont pas non plus suscité l'adhésion des Algériens. Et donc là, on commence à durcir la répression du Hirak, parce qu'en fait, ce qui est visé, c'est le Hirak, à travers cette répression tout azimut, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et ça obéit à une seule logique, c'est étouffer, annihiler le Hirak. C'est ça qui dérange en vérité. La deuxième chose qui dérange, c'est évidemment, c'est grâce au Hirak, la société algérienne retisse du lien, a retissé du lien, démontre son empathie, elle est en empathie, elle est en écoute, elle est solidaire. Et là, pour la première fois, avec toutes les opérations de diabolisation de la Kabylie, c'est la Kabylie qui est le symbole de la fraternité retrouvée. Et ça, c'est impensable pour le régime. C'est inacceptable pour le régime que la Kabylie puisse symboliser donc cette fraternité retrouvée. Elle est un peu la locomotive des luttes pour la démocratie, pour les droits de l'homme depuis maintenant des décennies. Et là, elle a résisté à toute la pression, à toute la répression, puisque bon, le Hirak, il s'organise tout de même à la Kabylie après avoir réprimé les autres wilayas, etc. Donc les Algériens de toutes les régions se solidarisent, ils vont en Kabylie pour manifester. Et cette fois-ci, nous avons vu un élan extraordinaire de toutes les régions pour aller soutenir leurs frères qui souffrent des incendies, qui par des médicaments, des dons, la société algérienne a montré une empathie rarement existant auparavant. Et cet élan de solidarité, se rassembler autour de la Kabylie, c'est quelque chose qui est inacceptable pour ce régime. C'est hors de question que qu'en Kabylie puisse se dégager quelque chose qui soit positif. On a fait pratiquement... Oui. Est-ce que vous pensez donc qu'il y a de la manipulation quand on parle de complot Oui, désigner le Maroc constamment l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur, c'est pas de la politique. C'est pas de cette façon-là qu'on peut gérer un pays comme l'Algérie. C'est pas sérieux du tout. On ne peut pas constamment désigner l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur de l'échec des politiques publiques. Il y a un échec total. Alors bon, non seulement on n'a pas doté les hôpitaux de moyens permettant de soigner les Algériens correctement, puisqu'il y a une pénurie d'oxygène, il y a une pénurie d'eau, il y a des pénuries d'électricité, il y a des coupures d'Internet, il y a une crise, mais sans précédent. Et donc, au lieu de situer les responsabilités, de se remettre en question, on va chercher dans l'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. Je ne pense pas qu'il y ait des Algériens sensés qui puissent accepter une telle explication tellement superflue et tellement décalage total avec la réalité. Très bien. Restez avec nous, Tahar Khelfoun. Je vais revenir à vous très rapidement. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Mohamed Khelfaoui, est-ce que la responsabilité du régime face à ce que vit notre pays, il a dit dans son intervention, Tahar Khelfoun, c'est l'échec total à tous les niveaux. Est-ce qu'on peut dire que sa responsabilité a été actée encore une fois par ces derniers incendies et aussi la crise sanitaire? Mohamed Khelfaoui? Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Non, malheureusement, pour dire, je me suis déplacé. Donc, c'était juste pour vous dire, est-ce que la responsabilité des pouvoirs du régime est actée
quand on voit donc les crises que vit notre pays. Lui, il parle des complots, il parle de la responsabilité de Rachid et du MAC, mais le peuple algérien constate qu'il y a, si on peut dire, un échec total sur tous les aspects. Absolument, dans tous les cas, dans tous les cas, et quel que soit le pouvoir, sa responsabilité est toujours engagée. Même si, par ailleurs, on nous dit qu'il y a un coup fomenté ou là, une surprise contre notre sécurité. Et quelles sont vos capacités d'intervention? Le pouvoir est toujours proactif. Il y a le feu en Kabylie et ailleurs, mais surtout en Kabylie, la nuit comme par hasard, et il se trouve que l'État, dans toute sa puissance, est désarmé face à cette catastrophe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les moyens adaptés ou les moyens adéquats pour aller au secours de son peuple qui meurt par la flamme, par les flammes, qui est en train de voir impuissant, de voir partir ses biens, ses enfants, les parents, etc. Donc un peuple qui se meurt et les moyens, quels que soient, bon, on a envoyé la protection civile, les pompiers, etc. Mais voilà, le résultat est quand même terrible. On aurait pu éteindre ça dans la journée. Nous avons vu les Canadiens, par exemple, français, lorsqu'ils sont venus, ils ont quand même calmé la furie des flammes. Et par la suite, bon, il y a eu extinction. Il me semble qu'il y a eu aussi un avion espagnol et un avion suisse. Ils ont donc mis fin à ça. On aurait pu. Bon, mais c'est dire que l'État, malgré les appels, malgré les revendications en ce qui concerne le matériel par la protection civile. Il y a 6 ans, il me semble, ou 5 ans, j'ai toujours ça en tête, puisque je suis même intervenu dans une émission pour soutenir l'appel et les revendications des services concernés, donc la protection civile. Là, donc, l'État, sa responsabilité est engagée, on ne peut pas dire moins. C'est comme lorsque vous me dites la semoule et il y a crise de semoule, attention, ce sont des bandits qui ont détourné les ravitaillements des commerces. Bon, moi je veux bien, mais qu'est-ce que tu fais? Ce sont eux. Où est Rakenza? Où est l'État? Où sont les services? Où sont tous les services concernés? Aussi bien celles du commerce que de la production, que les services de l'État, de sécurité eux-mêmes. Donc l'État est toujours inclus. Maintenant, désigner Rachid ou le MAC ou d'autres, peut-être, bon, on va laisser ça, on va toujours laisser cette supposition. Mais où est-ce que vous étiez lorsqu'ils ont fait ça? Est-ce qu'il y a eu leur traduction devant la justice et ça a été établi? Maintenant, si c'est établi, il y a une justice donc qui va donc condamner. Mais comme ça, évacuer la chose d'un tour de main, c'est trop simple, c'est trop facile et ce n'est pas tout à fait convaincant. Donc, autant aller prendre ses responsabilités à deux mains, engager la chose et le débat et la justice et on avancera. Sinon, bon, l'année prochaine, tout à l'heure, dans un mois peut-être aussi, on va toujours trouver une main étrangère et cette main étrangère qui fait ce qu'elle veut dans ce pays, qui a payé un prix lourd pour se libérer, qui a eu une grandiose révolution, un peuple héroïque, une armée de libération nationale héroïque. Voilà que des mains étrangères viennent là, bon, la malmener comme elles veulent. Le moment où ils décident, ils le font. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Et pour que ça ne reste pas comme ça, il faut changer d'optique, il faut changer cette manière, cette approche. Regarder la sécurité nationale avec les instruments de base qui sont le peuple, et ensuite les instruments, deuxième, pas secondaire, deuxième, ce sont les services, et en troisième lieu, les moyens à accorder aux services de sécurité dans son sens global. Très bien. Reste avec nous, Mohamed Khelfaoui. Tahar Khelfoun, vous avez mentionné plusieurs fois le Hirak dans votre première intervention.
est-ce que vous pensez que la solidarité qu'on a vue, surtout dans la région de la Kabylie, solidarité qui est venue bien sûr de presque de toutes les villes algériennes, de tous les coins du pays, a été comme une forme de la continuité de Hirak. Ça a été vu par le régime comme une forme de continuité du Hirak. Est-ce que vous pensez aussi que le régime a peur du retour du Hirak? Tahar Khelfoun? Est-ce qu'il est avec nous, Tahar Khelfoun? Tahar Khelfoun, vous êtes avec nous? Ah, on l'a perdu, on me dit, malheureusement. Mohamed Khelfaoui, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur cette question? Je ne sais pas si vous avez écouté ma question. Oui, à propos de cette comparaison que vous faites, c'est un départ du Hirak d'une autre manière. Je dirais pas, c'est l'expression de solidarité et de l'unicité de cette nation, de ce peuple, qui a prouvé encore une fois qu'elle n'est pas facile à la manipulation. Une de nos régions est brûlée. Nous accourons tous pour apporter aide et assistance comme on peut à nos frères qui se font brûler, qui sont en train de perdre les moyens de survie. Oui, en effet, le peuple s'est déplacé, jeunes et moins jeunes. Même ceux qui ne se sont pas déplacés, ils ont participé pour beaucoup dans des cotisations ou des envois même. Ils ont acheté, ils ont remis. Et donc, vous me dites, est-ce que le pouvoir craint le retour du Hirak? Le pouvoir a lutté pour justement arrêter ce Hirak, pour mettre fin à ce mouvement, et ça a été déclaré, ça a été dit, donc je ne suis pas en train de dire des nouveautés. Ça a été dit, le Hirak gêne beaucoup, et malheureusement, on devrait plutôt l'utiliser. Et le Hirak, même si vous l'arrêtez de cette manière, encore une fois, c'est un problème que vous retardez. L'Algérie, depuis maintenant pratiquement 60 ans, 59 ans, un peu plus, donc pratiquement 60 ans d'indépendance, nous sommes en train de vivre avec ça, au lieu de faire face à la réalité. Il y a un Hirak, il y a un mouvement populaire qui revendique beaucoup de belles choses et qui assure surtout les pouvoirs en place de l'unicité, de l'intangibilité, qu'elle soit populaire, de l'intangibilité de notre territoire, ni permettre à quiconque de jouer de cette union nationale, de cette unité de notre peuple, dans toute sa diversité, dans toutes ces différences, j'allais dire. Nous sommes, avec toutes ces différences, nous formons l'Algérie. Il n'y a pas de moins et de plus, et nous formons l'Algérie. Nous sommes tous concernés par notre pays. C'est là où nous sommes nés, c'est là où nous mourons pour la plupart. Et donc, il ne s'agit pas de faire taire le peuple, il s'agit de penser, une fois le peuple se tait, est-ce que l'Algérie serait dans un meilleur état demain? Ce n'est pas évident. Il faut aller prendre le taureau par les cornes et écouter ce peuple, lui donner de la considération et réhabiliter ce qu'il est en train de demander depuis tout le temps, une justice, des libertés individuelles. C'est jouable avec un peuple qui a grandi depuis 60 ans maintenant. C'est un peuple mûr, c'est un peuple qui sait ce qu'il veut, et c'est un peuple qui est déterminé à faire de ce pays ce dont nous rêvons tous, un grand pays comme celui-là. Et ce grand pays ne peut pas être construit par les divisions, par je ne peux pas dire manipulation, mais ces explications qui ne tiennent pas tout le temps. C'est la main d'étranger, la main de l'intérieur, la main d'extérieur, c'est un peuple, fait Khawana, fait Zouave, fait je ne sais quoi. Voilà où nous en sommes arrivés.
On a vu les vidéos qui sont revenues pour certaines personnes et qui reprennent encore les mêmes discours haineux ou rappellent leurs discours haineux et s'en vantent. Nous avons dit, nous l'avons déjà prévu. Ça, par exemple, c'est à bannir. Et c'est la seule institution qui peut bannir ça. Ce n'est pas l'institution sécuritaire, c'est la justice de notre État. C'est à elle d'intervenir. Il y a des lois. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés ceux-là? Nous avons vu, par exemple, Aït Hamouda, le fils du héros Amirouche, il a été arrêté parce qu'il a osé donner un point de vue sur un personnage national, l'Amir Abdelkader. Bon? Et les autres, ceux qui ont insulté Ben Ramdan, ceux qui ont fait des choses ici et là, insulter le peuple, ils sont là, ils continuent à... C'est comme s'ils sont autorisés à ça. Très bien. Reste avec nous, Mohamed Khelfaoui. On a été rejoint par professeur Elhouari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon. Elhouari Addi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci pour ce que vous faites, l'information, l'analyse, etc. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir accepté l'invitation. Elhouari Addi, j'aimerais juste peut-être une petite analyse par rapport ou lecture par rapport à la situation que traverse notre pays. Beaucoup d'Algériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, sont très inquiets de la situation. On a vu bien sûr ces derniers incendies qui ont fait ravage. La population, les Algériens ont accusé les pouvoirs publics d'être délaissés à des situations comme celle qu'on a vue dernièrement. Quelle est votre lecture, Elhouari Addi? Ma lecture, c'est que les Algériens sont éprouvés par toutes ces épreuves, les incendies, la pandémie du corona, les problèmes politiques, etc. Mais les Algériens font face à la même problématique. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir exécutif qui s'est coupé de la population et qui ne veut pas écouter la population. Écoutez, il y a eu ce Hirak qui a été extraordinaire, qui est plein de potentialités. Au lieu que le régime, au lieu que le pouvoir exécutif exploite ses potentialités pour renforcer l'État, pour réarticuler l'État à la société, le régime, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une fuite en avant dans la restructuration des appareils. Et alors, nous avons assisté à quoi? Nous avons assisté au retour des appareils qui ont été écartés par l'équipe de Gaïd Salah en 2015. Et donc, c'est le retour de l'ancien DRS avec tous ses agents, tous ses officiers qui reviennent soi-disant pour neutraliser le Hirak. Non, il ne faut pas neutraliser le Hirak. Il faut l'accompagner dans ce qu'il a de plus généreux, dans ce qu'il a de plus dynamique. Le Hirak voulait réarticuler l'État à la société. Il a été pacifique. Il n'y a eu aucune menace. Quand le Hirak disait les généraux à la poubelle, ça veut dire les vieux généraux à la retraite. Il n'y avait aucune volonté de chasse à la sorcière ou de violence dans le Hirak. Le Hirak a été une occasion extraordinaire pour l'Algérie pour l'État, pour le régime de se réconcilier avec le renouvellement des élites. Eh ben non, on rappelle les anciens et on est dans la manigance, on est au point où, bien sûr, moi je ne crois pas, sincèrement je ne crois pas que les incendies ont été criminels. Il y a des incendies en Californie, en Turquie, en Grèce. Pourquoi pourquoi le président il dit c'est criminel? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Algérien, je vais soupçonner un autre Algérien d'avoir incendié la Kabylie.
Il y a des débris de verre dans les forêts et quand il fait très chaud, il y a avec les rayons de soleil, il y a des feux qui s'enclenchent. L'effet de loupe. Cette suspicion entre nous. Maintenant, si vous dites c'est un incendie, c'est une cause criminelle, il faut que la gendarmerie et la police arrêtent le criminel et donnent des preuves. Et c'est ainsi qu'on a... Donc vous doutez... Moi aussi, sincèrement, si je trouve, emporté par la passion, si je trouve quelqu'un qui a mis le feu à la forêt, je ne sais pas, je ne me contrôlerai pas. Mais il n'y a personne qui a mis le feu à la forêt. Comment expliquer sociologiquement, professeur Lhouari Addi, ce qui s'est passé à l'Arba'a Nathirat? Parce que tout de suite, on a essayé d'exploiter ce crime odieux, bien sûr, de Jamal, Rabbi Rahmou, pour essayer, encore une fois, essayer de diviser l'unité algérienne. Alors, comme nous n'avons pas une justice indépendante, et comme la presse est muselée, il y a les théories des plus vraisemblables aux plus fantaisistes qui circulent. Et l'une des théories qui circule, c'est que puisque le Hirak était resté fort, enraciné en Kabylie, avec les revendications démocratiques qu'on a vues de Marnia à Annaba et d'Alger à Tamanrasset, eh bien on a voulu couper, discréditer le Hirak en Kabylie et la Kabylie. Et ça c'est une théorie, et donc ce sont les services qui auraient donné en pâture Jamal, qui n'est pas un Kabyle, qui est de Miliana. Et donc, le scénario serait que, puisque des Kabyles ont brûlé un non-Kabyle qui est venu aider, eh bien nous aussi on va tuer des Kabyles chez nous. Voilà la théorie qui circule. Je ne sais pas quel est son degré de vraisemblance, mais voilà où on est arrivé. Pourquoi on est arrivé là? Parce que la presse n'est pas libre. Parce que la justice n'est pas autonome. Voilà où on en est. Très bien. Comment expliquer aussi cette conclusion très rapide donc d'accusation des deux organisations de Rached et le MAC d'être responsables donc de ces incendies, mais aussi du meurtre de Jamal Ben Smaïl Rabbi Rahmou? Est-ce que vous pensez qu'on est toujours dans cet esprit de manipulation, vous avez parlé de manigance et de complot aussi, chaque fois qu'il y a un échec des pouvoirs? Sauf, le MAC est minoritaire, très minoritaire en Kabylie. Ils sont verbalement bruyants. Mais si demain il y a des élections, le MAC, il est 1% à la raille. Donc le MAC n'est pas du tout le danger la Kabylie, le bastion du nationalisme algérien, la Kabylie va se séparer de l'Algérie. C'est de la rigolade. Et Rached est minoritaire, même entre les islamistes. Même les islamistes n'acceptent pas le discours de Rached. Rached est très minoritaire. Et donc, comme le pouvoir a besoin d'un ennemi, il se crée un ennemi. Dont le MAC et le Rached sont les ennemis, ils veulent détruire l'Algérie. C'est de la propagande de bas étage. Ça ne tient pas. Il pointe aussi du doigt le Maroc, Silahouer. Il pointe du doigt aussi le Maroc. Il dit que... Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que le Maroc, il ne veut pas que du bien pour l'Algérie. C'est vrai que la monarchie, elles se sont menacées par les mouvements sociaux qu'il y a en Algérie. Parce que si le Hirak réussit en Algérie, 1 an ou 2 ans après, il s'étendra au Maroc et la monarchie serait finie. Donc la monarchie, elle se défend. Je ne dis pas le Maroc, la monarchie, elle se défend. La monarchie, elle se sent en danger. La monarchie sent l'Algérie comme un danger. Et c'est vrai. Ce qu'a dit le diplomate marocain à l'ONU, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais ils sont dans leur rôle. Nous, l'État algérien, en fait du Maroc un ennemi, ben cet ennemi se défend. Voyez-vous que le Maroc cherche à provoquer la chute du régime. Oui, qu'est-ce qu'on va attendre du Maroc ou d'Israël?
Voyez-vous? Donc cette question du Maroc, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important et ce qui fait mal, c'est qu'il y a des Algériens qui exercent des fonctions, de hautes fonctions de l'État et dans l'armée, qui croient par des manœuvres comment dirais-je, des services secrets, etc., défendre le régime, défendre l'Algérie. Mais non, c'est pas comme ça que vous défendez. Cette affaire de Bismaïl, elle a discrédité le peu de crédit qu'il y avait chez les dirigeants. Le peu de crédit qu'ils avaient. Et elle a montré que Tebboune n'a aucun pouvoir. Parce qu'il y a différents appareils qui exercent le pouvoir en Algérie et ils sont compétitifs. Donc, et Tebboune n'a pas la main sur eux. Il n'y a pas une seule direction du DRS qui est autonome et elle fait ce qu'elle veut. Il y a plusieurs directions du DRS ils font ce qu'ils veulent. Ils n'obéissent pas. Ils n'obéissent ni à Chengerina, ni à Chengeriha, ni à Tebboune. C'est l'état d'anarchie en haut. C'est l'anarchie. C'est pour ça qu'il y a l'anarchie dans la rue. L'anarchie de la rue, c'est le prolongement de l'anarchie là-haut. Mais il faut centraliser. Il faut une direction centralisée. Et ensuite, on va aux élections. C'est pour ça que ce régime, malgré les milliers de milliards que la nature nous a donné généreusement, le Sahara, et on n'arrive pas à équiper nos hôpitaux de l'oxygène et de lits décents. Il n'y a pas d'eau. On demande aux Algériens de se laver les mains pour se prémunir contre le coronavirus, mais il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. Non, c'est la gabegie. C'est pour ça que nous sommes dans la même problématique. Et à vous dire, le shaitan, c'est cette vieille garde, ces généraux qui ont 75 ans, 76 ans, ils devraient se retirer et laisser des jeunes officiers prendre leur place et se mettre d'accord avec les civils pour qu'il y ait une transition et pour qu'il y ait des élections et que le président soit l'expression du vote populaire et que les institutions soient crédibles et qu'elles véhiculent l'autorité publique. C'est comme ça qu'on peut faire face aux incendies, aux changements climatiques, aux incendies, aux pandémies qui vont le coronavirus le coronavirus annonce de nouvelles pandémies dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut être armé pour cela. Il faut que l'État soit armé. Or, l'État est désarmé. L'État est désarmé, il fait la guerre à son peuple. Vous avez parlé d'anarchie, professeur Louari Addi. Est-ce que vous pensez que cette anarchie, d'après vos dires, qu'on est en train de vivre, surtout à l'échelle de l'exécutif, à l'échelle des pouvoirs, est très inquiétante, d'abord pour l'unité de notre pays, mais aussi pour le devenir de notre pays? Moi, je pense que, personnellement, c'est une opinion. Moi, je n'ai pas peur pour l'unité nationale. Parce que l'unité nationale est un fait acquis, ça a été ça a été construit par le mouvement national, qui est né dans les années 20 et qui s'est consacré dans le FLN. Et on le voit, les réactions en Kabylie, à Oran, à Annaba, à Ghardaïa, par rapport à la solidarité au sujet des feux. On voit que cette unité nationale, elle est inébranlable. Moi, je ne crois pas que l'unité nationale est en danger. Maintenant, il y a toujours des tireurs au flanc, il y a toujours des maniganciers. Mais ils sont marginaux. C'est pas ça qui me gêne ou qui me donne du souci. Ce qui me donne du souci, c'est le retard que nous sommes en train de prendre sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Une société a besoin d'un État. On n'a pas d'État, on a un pouvoir central qui est occupé à régler les problèmes de son personnel et l'avenir de son personnel, mais on n'a pas d'État. Il faut un État. Et l'unité nationale, moi je ne me soucie pas du tout de l'unité nationale. Elle est faite, elle est actée, et personne ne dit que l'Algérie doit se diviser ou... Vous comprenez? Le max, c'est moins de 1% de l'opinion en Kabylie.
allons vers un vote libre en Kabylie sur l'indépendance de la Kabylie. Vous aurez moins de 1% en faveur. Vous comprenez? Mais c'est un cri de désespoir. C'est un cri de désespoir. Le jeune en Kabylie, puisqu'il est dans cette situation, eh bien, on demande l'indépendance. Comme les islamistes qui ont dit, eh bien, on n'applique le Coran. C'est en cas, lorsqu'il y a le désespoir collectif, qu'il y a ces irrationalités collectives. Vous comprenez? La solution n'est pas dans l'indépendance de la Kabylie, la solution elle est dans la démocratisation de toute l'Algérie, avec évidemment des décentralisations. Vous savez qu'à Oran, à Annaba, le Wali ne prend aucune décision s'il ne réfère pas à Alger. Aucune petite décision. C'est ce jacobinisme centralisateur étouffant qui pousse certaines régions, notamment la Kabylie, à demander l'indépendance. C'est un problème, c'est un déficit démocratique. C'est un déficit démocratique qui crée cette situation et qui crée cet état d'esprit. Mais demain, si il y a une transition démocratique, vous verrez comment ces problèmes seront derrière nous. Est-ce que vous pensez, une dernière question, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, professeur Houari Addi, est-ce que vous pensez que ces politiques peuvent continuer ou vous pensez que le Hirak a encore de l'avenir malgré que les marches sont arrêtées? Écoutez, le Hirak a de l'avenir parce que le Hirak, c'est un objectif politique qui est enraciné dans la société, et cet objectif politique, c'est un État. Et cet objectif, personne ne pourrait le mettre en échec. Il y a eu le Hirak qui s'est momentanément arrêté en raison de la pandémie, en raison aussi de la confrontation violente que le pouvoir a voulu, et fort heureusement, les hirakistes n'ont pas voulu prendre cette voie, mais le Hirak, il continue. Par exemple, la solidarité de Marnia à Annaba vers la Kabylie en raison des incendies, ça c'est le Hirak, ce sont des hirakistes qui ont emmené les... Donc le Hirak, il continue. Le Hirak, il va continuer sous d'autres formes, jusqu'à ce que la société et l'État rétablissent des rapports équilibrés. Les rapports entre l'État et la société ne sont pas équilibrés aujourd'hui. Il y a trop de corruption, il y a trop d'incompétence, etc. Et c'est un peu comme, si je prends l'exemple de l'indépendance, le mouvement national voulait l'indépendance. Par la lutte armée ou par la négociation. Le FLN n'était pas contre la négociation, l'indépendance par la négociation. C'est la radicalité du pouvoir colonial qui a poussé le mouvement national à prendre les armes. Voyez-vous? Et donc, le mouvement national n'a pas abandonné la revendication de l'indépendance. Le Hirak n'abandonnera pas la revendication d'un État. C'est pour ça que il y a un moment de reflux, les circonstances sont très difficiles, mais le Hirak, il va rebondir. Il va rebondir parce que dans la mondialisation, aucun peuple n'est protégé ou aucun peuple ne peut participer ou ne peut se défendre contre cette mondialisation agressive s'il n'y a pas d'État. Et les Algériens sont soumis à une mondialisation agressive alors que nous n'avons pas d'État. Il faut un État. Or, c'est pour ça que le Hirak ne s'éteindra pas. Le Hirak s'arrêtera lorsqu'il y aura un État démocratique. Voilà mon point de vue et voilà mon opinion. Professeur Houari Addi. Merci beaucoup pour votre intervention. Professeur Houari Addi, émérite de sociologie à Sciences Po Lyon, qui était avec nous. Merci à vous, professeur Houari. On a été rejoint par Sadr Sellam, qui est auteur, mais aussi historien. Sadr Sellam, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi.
Bonsoir. Merci de m'avoir pensé à moi. يعطيك الصحة سي صدق سلام. صدق سلام يعني le Hirak va rebondir, a dit le professeur El-Hawari a dit certes que nous passons des moments difficiles, mais on ne peut pas éviter donc le retour de Hirak. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la situation que vit notre pays, Sadr Silla? Le Hirak a été l'expression d'une grande espérance comparable aux espérances à dimension historique comme celle de la décolonisation. Et le pouvoir a réagi par des mesurettes qui ne sont pas à la hauteur de cette espérance. Le Hirak a exigé, avait comme slogan tous les vendredis, c'est la rupture avec le système. Quelles que soient les difficultés à définir ce système, il y a des gens qui criaient rupture avec le système, même s'ils ont fait partie du système depuis leur enfance. Bon. Alors, le pouvoir actuel a renoncé à la rupture avec le système, il a prétendu rompre avec la Isaba. Et dans un deuxième temps, il a révisé sa définition de la Isaba. Moi, je me souviens d'une déclaration du candidat Tebboune en arabe pendant la campagne électorale de décembre 2019. Il a dit il n'est pas question de libérer quelques membres de la Isaba. Or, on a relaxé Nazar et on a libéré Toufir. Donc il reste la Isaba, c'est-à-dire les gens qui ont marché avec Saïd. Donc un pouvoir qui remet en cause la définition même de la Isaba, qui est coupable de la privatisation de l'État. Hawari a dit il n'y a pas d'État. Si, il y a un État, mais il est privatisé. Il faut se souvenir d'une inoubliable déclaration de Mohamed Yazid, qui n'avait plus le pouvoir, mais qui était un fin analyste. Il a dit on n'est pas fait d'économie nationalisée à une économie privée, mais l'État reste privatisé. Il est la propriété privée d'une poignée qui exerce le pouvoir dans l'anonymat, minwara et hijab, comme on dit en arabe. Et le problème, vous savez, il y a un sage dont j'ai oublié le nom qui a dit le propre de l'homme d'État, c'est de transformer une espérance populaire en volonté politique. Et l'Algérie est dans l'attente de cette catégorie d'hommes d'État. Le Hirak est indestructible, ce genre d'espérance est indestructible, quelles que soient les ruses, les démagogies, les faux-semblants. Mais l'Algérie a une catégorie de technocrates de très haut niveau. Mais ce ne sont pas des hommes d'État, parce que c'est l'État des restes qui a empêché ces hommes qualifiés de devenir de véritables hommes d'État. Ils n'ont pas Donc vous pensez que, c'est ça, vous pensez que la Isaba est de retour, ou elle était toujours au pouvoir? Sadr Selam? On a perdu Sadr Selam, on me dit. On a avec nous Maître Nabila Esmaïl, avocate et membre du Conseil national du FFS. Maître Nabila Esmaïl, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci, Maître Nabila Esmaïl. J'aimerais avoir votre lecture de la situation, bien sûr, mais aussi sur cette accusation des autorités algériennes du MAC et de Rached, étant les responsables désignés donc, du régime face aux incendies qu'ont vécu les Algériens, mais aussi face au drame, au meurtre de ce jeune Jamal Ben Smaïl. Comment on est arrivé à cette conclusion très rapidement, Nabila Esmaïl? Je ne dirais pas de comment, parce que nous sommes habitués à ce genre de conclusion hâtive pour clore un dossier et pour passer à autre chose. Nous sommes vraiment habitués, parce que moi, ce qui me fait vraiment de la peine, c'est que c'est un ultime empiètement sur le pouvoir judiciaire, qui en est un,
On ne peut pas désigner par les réseaux sociaux ou par une conférence de presse donnée par le DGSN, on ne peut pas désigner les coupables sans être passé par le respect des procédures, par une enquête rigoureuse, sérieuse et qui respecte les principes fondamentaux des droits de l'homme qui sont la présomption d'innocence et le secret d'instruction. On ne peut pas être aussi léger d'attribuer à deux organisations qui ont été amplifiées par le régime parce que qu'il n'a pas d'existence sur le terrain et qui ne représente même pas, moi je parle du MAC parce que je suis issu de la Kabylie, le MAC, peut-être si M. Houari a parlé de 2%, moi je parlerai de 0,1%. Donc on ne peut pas être aussi léger et c'est pas aussi facile que ça que d'établir un tel lien et une telle responsabilité. C'est très dangereux, c'est une très grave dérive parce que maintenant ce qui se passe c'est qu'il y a un grave empiètement sur la loi, il y a un très très grave empiètement sur les libertés, sur les principes de droit, sur leur propre constitution, sur leur propre amendement apporté au code pénal en avril 2021 qui parle de l'instauration d'une commission qui sera à elle seule habilitée à désigner les personnalités ou les organismes terroristes. Or, c'est un haut conseil de sécurité qui est uniquement un organe consultatif en vertu de l'article 808 ou je ne me souviens pas tellement de 208 de la Constitution qui parle du Haut Conseil de sécurité comme étant un organe consultatif. Or, c'est cet organe consultatif, l'article 208, qui a déclaré que ces deux organisations sont des organisations terroristes. Donc nous sommes dans la précipitation, nous sommes dans l'instrumentalisation d'une catastrophe, nous sommes dans l'instrumentalisation active d'un crime odieux. Nous sommes, ils sont dans l'envie d'en finir avec le Hirak parce que ils ont trouvé cette excuse pour incriminer la seule région qui a été résistante, qui a continué les marches malgré qu'elles soient arrêtées ailleurs, si ce n'était l'appel de certaines personnalités de la région, de certains politiques et de certains avocats qui avaient lancé l'appel à suspendre les marches à cause de la troisième vague du Covid-19. Donc, pendant cet arrêt, le pouvoir, ou bien ceux qui veulent en finir avec la révolution pacifique, la révolution qui a uni le peuple, la révolution qui a réveillé cette envie de se prendre en charge et de prendre en charge son destin et de réclamer son droit de participer à la construction d'un État. Parce que comme disaient tout à l'heure vos invités, notamment professeur Ouadadi, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'État. Nous veillons à ce que l'État reste et on se bat contre un régime. On ne peut pas se battre contre un État parce que nous sommes en train de nous battre pour un État fort, un État de droit, un État dont les institutions seront au service du peuple, pas au service d'un régime ou d'une mafia ou d'une poignée de personnes qui prennent en otage l'Algérie. Donc maintenant, vous me parlez de cette qualification. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que chaque fois qu'une personnalité ou un avocat ou un opposant s'attaque ou parle ou critique le pouvoir, chose qui est tout à fait normale dans un État de droit et qui est un droit consacré par la Constitution, tout le monde. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui traitent X ou Y de terroristes ou de MAC ou de Rachad. On nous envoie double électronique du Canada ou des États-Unis ou de France ou d'ici en Algérie ou des faux comptes s'attaquent comme ça à des personnalités. Ils s'attaquent à des militants qui sont ici en Algérie, en train de dire les mots comme ils doivent être dits, en train d'affronter une situation, en train de se battre pour sauver l'Algérie. Ils se cachent derrière leurs écrans parce qu'il y a une impunité, il y a une loi qui a été instaurée mais qui ne s'est pas appliquée sur ceux qui caressent dans le sens du poil du pouvoir. Vous savez qu'il y a eu modification du code pénal où il y a eu tout un arsenal d'articles qui incrimine le discours de haine, qui incrimine l'appel à la violence, qui incrimine l'appel à l'éradication d'une race.
Or, nous avons assisté depuis l'odieux assassinat de Jamal Allah yarhamou, nous avons assisté à des appels à éradiquer la Kabylie. Tout ça a été bien orchestré, bien préparé à l'avance, parce que ce sont des comptes qui ont éclaté au lendemain, parce que personne n'aurait pu être préparé aussi vite à un tel discours de haine, à une telle bataille, à une telle guerre contre une région qui s'est complètement démarquée qui a été la première à dénoncer ce crime crapuleux, qui a été la première à se démarquer de ce crime crapuleux et qui a été la terre qui a reçu tous les hérakites du pays, et nous refusons. Moi, personnellement, en tant que militante, avocate, membre du Conseil national du FFS, membre d'un parti d'opposition qui a été créé dans le sang et dans la douleur, je me refuse de rentrer dans ce plan diabolique qui vise à isoler la Kabylie de tout le pays et de toute l'Algérie. Le Tamar Souman qu'on a fêté hier, il s'est déroulé à Essaouira pour organiser la révolution sur tout le territoire national, pas uniquement pour libérer la Kabylie. Alors, halte et attention. Est-ce que vous pensez, Nabila Smaïl, est-ce que vous pensez qu'en visant cette région, on voulait viser avant tout le Hirak? Tout le monde en a fait. Je dis tout le monde, je dis les politiques ou ceux qui analysent ou ceux qui ne sont pas légers dans leur analyse. C'est très facile de condamner, c'est très facile d'analyser, c'est très facile de pointer du doigt. Mais qui profite de tout ça? Qui profite de tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà, la question que je je vous en prie. Si vous permettez. si on prête au MAC ou à Rachid un tel pouvoir, moi en tant que citoyenne algérienne, j'ai une carte d'identité algérienne, j'ai un passeport vert, je n'ai pas de passeport rouge ou bleu ou je ne sais pas quoi, ça serait grave pour moi, la citoyenne algérienne, ça serait grave de constater que je n'ai pas été protégée par mon État. Ça serait grave de constater qu'il y a autant de complots autour de mon pays et que je n'ai pas été protégée. Ça serait très très grave pour moi, la citoyenne algérienne, qui paye mes impôts, qui respecte la loi, qui défend la loi, qui me bat pour les libertés et pour les droits. Ça serait dramatique pour moi de voir les porte-paroles de l'Algérie, de mon pays, et dire que deux petites fractions qui ont été amplifiées par le pouvoir et qui ont été classées comme organisation terroriste, avoir pu comploter, brûler la Kabylie, comploter, tuer un jeune innocent, le faire lyncher, sans que personne n'ait pu démanteler tous ces complots-là. Je ne comprends pas et je ne peux pas supporter de me sentir de ne pas me sentir en sécurité quand on nous dit que nous avons les meilleurs moyens, nous avons la meilleure police, la meilleure armée, nous avons la meilleure manzouma sahiyya, manzouma askariya. Vous savez ce qui me touche, Nassar, vous permettez que je termine avec ça. Ce qui m'a touché, c'est que ce discours de haine qu'on nous distille à travers les réseaux sociaux, à travers les médias du pouvoir, nous ne l'avons pas rencontré sur le terrain. Vous savez, quand on a été au secours des villageois, quand on a sillonné la Kabylie meurtrie, où il y a exactement le chiffre, est arrivé à 170 morts, quand on n'en parle pas, on se focalise sur un crime odieux, et on a oublié des femmes et des hommes et des bébés qui ont brûlé vifs par manque de moyens. On a oublié ça quand on a sillonné la Kabylie pour porter secours et pour aider et pour recenser et pour donner un peu d'espoir à ces gens qui ont tout perdu. Nous avons vu ces marques de solidarité. Vous savez qu'on s'arrêtait à des barrages militaires, on donnait de l'eau, on donnait de la pommade à la protection civile, on donnait du lait aux militaires qui étaient en train de se battre les mains nues contre les flammes qui atteignaient je ne sais pas combien de mètres. Et quand on rencontrait des cortèges de voitures et de camions qui venaient de toutes les wilayas,
Ça, personne ne peut l'arrêter. Vous savez, ils peuvent arrêter les marches, ils peuvent incriminer une région, ils peuvent dessiner tous les plans qu'ils peuvent faire. Mais il y a quelque chose qui s'est déclenché un 22 février, où les Zoubeb Tahom, qui sont en train de s'attaquer aux honnêtes personnes, qui sont en train de s'attaquer aux véritables militants, aux Algériens qui n'aspirent qu'à une Algérie forte. Cela, un jour, ils vont le regretter quand nous allons, et tous les Algériens vont enfin avoir un État fort qui dérange et la France, et le Maroc, et tous ceux qui ont peur du phénomène de la contagion. Parce que c'est le Hirak en Algérie aboutit, tous les pays du Maghreb, jusqu'à tous les pays qui sont sous l'emprise des États dictateurs, tous ces pays-là, tous les peuples vont aspirer à reprendre en main leur destinée, y compris la France qui a tellement peur de perdre le contrôle sur les biens en Algérie. Très bien, restez avec nous, Maître Nabil Ismail. Mohamed Khelfaoui, je vais revenir à vous. Est-ce que vous pensez que les Algériens doivent s'inquiéter compte de la situation et surtout la situation sécuritaire quand deux organisations ont été nommées comme responsables de ce qui s'est passé donc comme massacre et malheur ces dernières semaines? Est-ce que vous pensez qu'on doit s'inquiéter parce qu'ils se disent si ces deux organisations peuvent faire autant de mal à notre pays, alors comment ça va être si c'était donc des pays avec des moyens beaucoup plus grands? Oui, en effet, votre question est assez pertinente, parce que si à chaque fois, au lieu de devancer le mal, on réagit après coup, et dans la réaction, on désigne un bouc émissaire, ça n'en finira jamais. Maintenant, dire que ce qui est inquiétant maintenant, c'est voici qu'une organisation telle que celle du MAC, les témoins viennent de nous dire, ceux qui connaissent le terrain, ceux qui connaissent la question elle-même, viennent de nous dire qu'ils ne représentent pratiquement rien et qu'on peut le dissoudre en un tour de main pour peu que le pouvoir réponde à l'appel populaire qui a soulevé toute inquiétude de désunion ou autre. Si on va vers une réconciliation entre nous-mêmes, entre le pouvoir et le peuple, entre nous et notre révolution, nos libertés, etc., je crois qu'on n'aura pas besoin de beaucoup d'actes des services de sécurité, parce que la chose devient un peu difficile pour les mal intentionnés. Maintenant, voilà le MAC, par exemple, il est sur toute la presse, il est sur l'AFP, il est sur la PS, il est dans tous les journaux, alors qu'auparavant, il était très réduit, réservé à quelques personnes qui, de temps en temps, font des déclarations tout à fait marginales, loin de toute objectivité. Et voilà que maintenant, il devient un mouvement tel que, je sais pas, je pourrais citer d'autres mouvements séparatistes, mais on n'a pas besoin de ça. Moi, à mon avis, il faut... Pardon. Allez-y, parce que je voulais vous poser la question. Il ne me reste pas beaucoup de temps, Mohamed Khelfaoui, mais allez-y, continuez votre idée. Moi, de mon point de vue, on va arrêter les accusations, sauf... Les accusations, d'abord doivent être arrêtées en non-lieu, parce que le premier magistrat doit quand même laisser une marge de travail, de débat à la justice. Et si lui-même désigne a priori Flan Khabarji, c'est comme si, bon, que va faire la justice? Le premier magistrat le dit, elle va suivre ça. Si le premier magistrat vous dit qu'on n'a pas de prisonniers politiques, c'est-à-dire que la justice va les juger sur une autre base, de trahison ou autre. C'est très grave pour les familles. Si maintenant on vous dit que le MAC et Rachel, c'est des groupes terroristes, la justice va atterrir sur ça aussi. C'est-à-dire, ce que je veux dire, si la justice reste toujours marginalisée, reste toujours sous les ordres,
sous les ordres, pour ne pas dire le téléphone comme on a l'habitude de l'entendre. Si la justice reste de ça, il est difficile pour nous d'évoluer. Il est difficile pour nous de nous développer. Il est difficile pour nous de trouver la sérénité pour nous concentrer sur les problèmes réels que nous vivons au quotidien. Comment on va encadrer notre jeunesse, comment on va encadrer nos enfants, comment on va apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, pour l'enseignement, pour le travail, pour le civisme. C'est fini. Tout le monde est révolté. Chacun va se faire justice lui-même. Alors, moi, de mon avis, il faut qu'on change de paradigme. Il faut que l'approche change. Très rapidement, si Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous pensez que ce régime est condamné au changement voulu par le peuple algérien? Bien sûr, qui est cette révolution, le Hirak, le professeur Louari a dit que le Hirak va rebondir et nous vivons aussi un changement au niveau mondial, il n'y a pas seulement en Algérie. Est-ce que vous pensez que le changement est inévitable et que le régime ne peut pas faire face à cette volonté de changement? Tout change. Et aussi bien sur le plan politique, économique, sécuritaire, les moyens changent, les hommes changent, les générations changent, tout change. Pourquoi on veut rester immuable? Ceci étant, pour le Hirak, ce n'est pas tellement la reprise du Hirak qui est très importante, mais ce sont les idéaux du Hirak. Est-ce que les idéaux du Hirak vont aboutir? Pour ce faire, est-ce que les gens qui s'organisent ici et là vont-ils cesser de diviser, cesser d'intimider les autres qui, eux, du fond d'eux-mêmes, avec toute l'énergie qu'ils ont, essaient et cherchent à réunir pour que les idéaux puissent prendre place dans la tête du pouvoir. Maintenant, est-ce que le pouvoir va résister ou pas? Moi, je souhaite que mon pays résiste, que mon pays reste là. Le pouvoir doit changer, il changera de toute façon. Merci. On a vu, de toute façon, jusqu'à maintenant, tout le monde change. Mais il faut Merci à vous. Allez-y, Mohamed Khelfaoui, un petit mot. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que la sécurité nationale ne s'appuie pas sur une institution policière ou de service de sécurité intérieure, etc. Certes, c'est vrai, c'est important comme instrument. Mais la sécurité nationale, c'est l'objet, c'est la mission, c'est l'intérêt de tout citoyen dans le sens propre du terme. Merci Mohamed Khelfaoui. Les brebis galeuses, il y a une justice, il y a une loi, et c'est rien tout ça, on peut c'est rien tout le monde. Merci à vous Mohamed Khelfaoui. Merci, désolé parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Nabil Ismail, très rapidement, est-ce que vous pensez que le changement est inévitable, malgré que le régime est en train de tout faire pour que le Hirak ne revienne pas? Mais est-ce que vous pensez que le Hirak va rebondir? Très rapidement, Nabil Ismail. Le Hirak ne reviendra peut-être pas dans l'immédiat sous ces formes qu'on a connues, mais le Hirak est là. Le Hirak n'a pas disparu. Le Hirak est une idée, ce n'est pas des marches. Les marches, c'est le moyen d'exprimer cette révolution. La révolution, elle est dans toutes les têtes, elle est dans tous les cœurs des Algériens et elle est en train de se nourrir encore plus en voyant cette haine et cette guerre qui est déclarée contre le peuple. Quand vous vivez une crise d'eau, une crise d'oxygène, une crise de place à l'hôpital, quand vous vivez des incendies qui pendant 4-5 jours ont ravagé toute une région et que en une journée, 2 Canadaires arrivent et on n'entend plus parler, ça ce n'est pas normal. Pourquoi ils ont tardé à demander l'aide internationale? Pourquoi en Turquie il y a eu des centaines d'hectares qui ont été dévastés, il n'y a eu que 7 morts? Pourquoi en Grèce, des centaines d'hectares, il n'y a eu que 2 morts? Pourquoi en Algérie, dans une seule wilaya, il y a eu plus de 100 morts? Pourquoi? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi l'État n'a pas fourni les moyens pour épargner les vies? Voilà, c'est de ça qu'il faut parler. Moi, je dirais une chose. C'est notre pays. Nous allons tous nous battre pour sauvegarder l'Algérie. Parce que nous ne nous battons pas pour sauver un système. Nous ne nous battons pas pour sauver un régime. Nous nous battons tous
pour sauver. Je parle de tous, je parle de toutes les bonnes volontés de ceux qui se sentent algériens, pas de ceux qui le sont devenus par une carte d'identité. Ceux qui se sentent au fond d'eux-mêmes algériens continueront à se battre pour sauver cette Algérie, pour la maintenir debout. Merci à vous. Maître Nabil Ismail, désolé Maître Nabil Ismail, on a dépassé le temps de l'émission. Merci à tous mes invités d'avoir participé dans cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Yatikoum saha, bqaw ala khair.